Toi, la hausse. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire sur l'aspect finance de votre entreprise, mais aussi on va aller un petit peu plus large. J'ai avec moi un invité spécial qui est Pascal Larivière, qui est bien entendu fiscaliste. Il y a une certification en planification financière et gestionnaire propriétaire pour le groupe IG. Donc, merci Pascal d'être parmi nous aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, Catherine. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, je vais sans plus tarder partager mon écran, si vous me permettez, afin que vous puissiez bien voir le contenu. Donc, je partage mon écran ici. Je peux vous confirmer que tout est bon pour le partage. C'est bon. Excellent. Donc, effectivement, en fait, mon rôle, c'est de faire de la planification financière, puis c'est d'être un peu vraiment le chef d'orchestre des finances de nos clients, principalement entrepreneurs. Donc, mon rôle s'apparente un peu à un médecin de famille des finances là, pour tous les entrepreneurs. Donc, on fait intervenir des spécialistes, on fait intervenir des gens pour faire des diagnostics financiers. Puis aujourd'hui, ben, on va discuter là, de braver les tempêtes économiques, 4 clés pour une situation financière solide. C'est vraiment le sujet. Je vais commencer d'entrée de jeu en précisant là, qu'il y a une évolution excessivement rapide des données économiques présentement, puis des marchés boursiers. D'ailleurs, Yanis qui mentionnait tantôt que tu travaillais chez Desjardins, là, donc je ne sais pas dans quelle branche exactement, mais ce matin, Desjardins là, annonçait, entre autres, puis au niveau économique, qu'ils s'attendaient à ce que les États-Unis passent au travers là, de leur économie sans avoir de récession l'année prochaine. Donc, on s'attend à une croissance économique positive en 2024. Donc, c'est des données qui sont très positives par rapport à l'économie. Évidemment, au Canada, c'est un petit peu différent, mais on utilise le marché américain parce que c'est bon, à peu près 50% de l'économie mondiale. Puis, comme le Canada est très, très près, puis évidemment, est très près des États-Unis, ben, ça a un impact direct sur notre économie à nous aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans une situation, oui, qui peut sembler des fois préoccupante. On parle des taux d'intérêt qui sont très élevés. On parle là, d'un contexte de taux d'emprunt, des ratios financiers qui peuvent être plus serrés des fois pour partir des nouveaux projets, puis les banques qui peuvent être des fois un peu sur leur réserve avant d'octroyer du financement et tout ça. Mais reste qu'on ne s'attend pas nécessairement à des scénarios catastrophiques dans tous les secteurs d'activité, tout ça, puis que globalement, aux États-Unis, on a quand même des données positives là, à venir pour l'année prochaine. J'avance un petit peu là, dans la présentation. Puis le but aujourd'hui, c'est vraiment de discuter. Je suis vraiment là pour répondre à vos questions. C'est vraiment de discuter des clés financières qui sont importantes. Si vous avez des questions, puis me les adresser directement aussi dans le chat. Catherine est là pour m'arrêter si je m'emporte, puis je puisse répondre à vos questions aussi directement. Mais je commence simplement par vous donner quelques mots sur IG, là, l'entreprise avec qui je suis affilié. Donc, moi, j'ai un cabinet de services financiers et IG Gestion privée de patrimoine, ben, c'est mon partenaire. Donc, on parle d'une compagnie qui existe depuis 1926. C'est plus de 100 milliards d'actifs sous gestion compagnie canadienne. On a une centaine de bureaux à travers tout le Canada. Et tantôt, je mentionnais que comme médecin de famille des finances, ben, on a des spécialistes pour faire des diagnostics, des expertises auprès de nos clients. Ben, c'est l'équipe que vous voyez ici à l'écran. Donc, on a des avocats fiscalistes, des comptables, des notaires qui vont nous aider à guider nos clients au travers de leur situation financière. Euh, on fait tout le volet aussi placement, le volet financement hypothécaire, le volet assurance de personnes comme tel. Donc, quand on pense à une planification financière complète, là, ben, c'est beaucoup plus large que le placement. Puis, je le précise ici parce que souvent, on confond les rôles. Là. On apparente souvent le planificateur financier à un conseiller financier ou un courtier de placement. Et puis là, ça devient un petit peu mélangeant des fois. Puis en fait, c'est pas du tout la même chose. Donc, notre rôle, c'est pas juste de suivre les marchés boursiers puis de faire des investissements, faire des placements. Ça, c'est le rôle vraiment d'un courtier. Nous, le rôle, c'est tout l'ensemble de la planification. Donc, on voit ici là, quelques éléments qu'on va toucher. L'optimisation des liquidités, on va en parler entre autres aujourd'hui dans un contexte économique plus difficile. Bien, c'est le premier élément à peu près là, qui est la préoccupation des entrepreneurs. Mais on va toucher le volet de la gestion de risque. On va discuter aussi aujourd'hui au niveau de l'assurance de personnes, qu'est-ce qui est important à avoir comme protection. On va très loin jusque dans le légal testamentaire. On va glisser quelques mots aussi de ce côté-là aujourd'hui. Donc, je me lance dans la première clé. La clé numéro un, c'est de bien s'entourer en amont.
Puis évidemment, bien s'entourer pour un entrepreneur, c'est que vous développez une expertise, vous développez une niche, vous développez un produit ou un service qui est votre force comme tel. Vous voulez concentrer toute votre énergie sur le développement de cette entreprise-là. Donc, c'est certain que vous ne pouvez pas tout connaître, vous ne pouvez pas tout savoir c'est quoi les possibilités qui existent au niveau financier pour assurer un soutien, assurer une solidité. Donc, ça prend des gens de qualité autour de vous. Ces personnes-là, c'est des professionnels qui sont essentiels, vos professionnels en affaires, à commencer par la coach d'affaires. Puis ici, c'est pas Catherine qui m'a obligé ou qui m'a payé pour vous le mentionner. C'est vraiment que le plus important élément, c'est d'abord d'identifier votre mission, votre vision, vos valeurs, d'avoir des objectifs clés. C'est où qu'on s'en va dans l'entreprise? C'est quoi qui est prioritaire? Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on a un employé, 5, 50? C'est quoi notre prochain niveau? Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Donc, ça, c'est ce qui va venir, là, c'est moi l'anglicisme, mais driver vraiment l'ensemble des prochains acteurs qui vont devoir vous entourer finalement. Évidemment, le rôle du planificateur financier, j'ai mentionné tantôt, mais c'est le rôle de chef d'orchestre. Donc, on est le bras droit financier de nos clients, puis on va faire le lien entre les différents intervenants comme tel. Donc, ces intervenants-là, ça peut être un banquier commercial, ça peut être un avocat d'affaires, ça peut être un comptable, un fiscaliste, avoir la bonne structure fiscale. On part d'une entreprise, puis éventuellement, si on pense on va vouloir avoir des surplus, qu'on va vouloir monter dans une compagnie de gestion, entre autres, on veut s'assurer d'avoir la bonne structure pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si on pense qu'on pourrait éventuellement vendre notre entreprise, il y a des avantages fiscaux à avoir la bonne structure si on souhaite là, économiser le plus d'impôts possible. Donc, encore là, c'est ces professionnels-là qui doivent être au courant de votre réalité, vos aspirations. Puis ça devient un petit peu difficile des fois pour l'entrepreneur d'expliquer sa situation à toutes ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je mentionnais cause d'affaires, planificateur financier, c'est souvent les personnes qui vont être capables de vous mettre en relation avec les autres acteurs pour compléter le portrait. Donc, on va éviter que l'entrepreneur, il doit faire passer son histoire à tout le monde, puis plutôt que d'avoir vraiment quelqu'un qui va être en mesure de transmettre ses objectifs, transmettre la réalité. Je vais vous donner un exemple concret, mais si quelqu'un, un jeune entrepreneur qui décide de se partir en affaires, puis là, il doit d'abord s'incorporer, bien là, moi, selon ses besoins, selon la structure qu'on va évaluer qu'il aurait besoin, on va pouvoir le mettre en contact avec les bons juristes pour créer la société ou encore créer une deuxième compagnie, la bonne structure fiscale. Ça va nécessiter aussi des fois des négociations s'il y a un partenaire, si ce n'est pas un seul actionnaire, s'il y a un achat d'actions, s'il y a du financement à obtenir, bien, vous voyez là, que là, on va être en mesure d'adresser les bonnes, de présenter les bonnes personnes aussi. La plupart de nos clients, nos entrepreneurs ont déjà, vous avez probablement déjà des comptables, déjà des avocats d'affaires, des gens qui gravitent autour de vous. Ce n'est pas nécessairement de remplacer ces personnes-là, c'est de s'assurer qu'il y ait une cohésion vraiment entre le rôle de chacune de ces personnes-là, qu'on soit tout le monde dans le même navire, puis qu'on est dans la direction de l'entrepreneur comme tel. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'on a des questions, Catherine? Sinon, je poursuis. Arrête-moi si quoi que ce soit. Non, c'est bon. Je pense que le flow est bon. Continue. C'est parfait. Super. Parlant de flow, ben, le cash flow, c'est si on la plupart, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais la plupart de nos entrepreneurs se sont dit c'est quoi l'élément qui est le plus important pour toi ou plus préoccupant tous les jours? Ben, c'est le cash flow. La gestion du flux monétaire en bon français. Euh, c'est le nerf de la guerre d'une entreprise, puis pas juste la start-up qui vient juste d'être créée, mais une compagnie qui est en croissance tout court. Bien, ce qu'on se rend compte, c'est celles qui vont bien réussir à passer au travers des périodes de turbulence, des périodes on parle de hausse de taux d'intérêt comme on vit présentement. Ben, c'est certain que d'avoir une gestion saine du cash flow, ça va faire toute la différence. La première des choses, c'est qu'on veut généralement couvrir 3 à 6 mois de coûts fixes. Donc là, en termes de coûts fixes, ben, ça dépend vraiment de l'entreprise. Quelqu'un qui offre des services, par exemple, et qui n'a pas nécessairement de bureau, d'entrepôt, de manufacturier, ben, c'est sûr que là, on a des coûts fixes des fois qui sont un peu moins élevés. Donc, ça dépend de votre entreprise. L'autre chose qui est important aussi, c'est de considérer la saisonnalité des entrées et des sorties d'argent. C'est ce qu'on facture à peu près égal à chaque année. Est-ce que, au contraire, il y a des périodes où c'est des grandes entrées d'argent, puis à l'inverse, des périodes où on a moins d'entrées d'argent, mais qu'on doit assumer certains coûts? Donc, c'est important d'être au courant de tout ça. Puis, il existe des outils pour faire des projections de cash flow sur les 12 prochains mois avec un tableau de bord qui vous permet de savoir exactement où on va en être.
Puis dans le fond, ça permet d'être en confiance à l'idée que à peu près peu importe ce qui va arriver, puis on peut faire des scénarios, des stress tests un peu, là, si jamais les ventes sont moins élevées que prévu, par exemple, ben, nos coûts fixes, eux, sont fixes. Donc, à quel niveau on aura besoin d'aller chercher, par exemple, une facilité de crédit, d'aller piger dans la marge de crédit ou dans l'épargne qu'on peut avoir mis de côté. Et tu sais, Parlant ce que d'épargne, tu dis là, oui, je m'excuse de t'interrompre, mais à la dernière présentation que tu as faite avec des clients, oui, ça leur a fait prendre conscience de ça, de dire, OK, il faut que j'aille au moins dans mon compte de banque 3 à 6 mois. Puis il y en a plusieurs que c'était pas le cas parce qu'ils utilisaient l'argent dans le compte, puis ils se disaient, ben OK, parfait, je vais acheter ci, je vais acheter du matériel, je vais acheter telle affaire. Puis là, oups, là, il y avait une période un petit peu plus difficile au niveau des ventes. Puis là, malheureusement, ben là, il fallait qu'il aille dans la marge parce qu'il y avait fait trop d'achats ponctuels. Donc, je pense que ce que tu amènes aujourd'hui, d'avoir un fonds de roulement puis de dire, OK, c'est mon petit coussin que je touche pas pendant 3 à 6 mois, dans le fond, je suis capable de payer au moins mes salaires de mon équipe puis de ne pas faire des dépenses folles. C'est un super bon truc pour les compagnies qui vivent la croissance puis aussi que des fois, ben, ils disent, ah, j'ai plus d'argent dans le compte puis que finalement, plus tard, les factures rentrent, puis là, ils font oups, j'ai mal planifié mes trucs. Fait que c'est un exactement. très bon conseil. Puis c'est intéressant ce que tu mentionnes justement, Catherine, puis tu réitères le fait que c'est une entreprise en croissance. Tu sais, des fois, on a tendance à penser que ben, ça nous prend un peu d'argent quand on commence l'entreprise. Non, non, une entreprise qui est en croissance, même qui a déjà des dizaines et des dizaines d'employés, ben, va avoir un enjeu de cash flow s'il n'est pas géré adéquatement. Puis là, ce que ça peut arriver, c'est d'amener éventuellement soit des coupures de poste ou à manquer des opportunités. Puis là, la croissance va en être ralentie. Donc, pour éviter ça, effectivement, c'est ce qu'on va suggérer d'avoir une saine gestion du cash flow. Parce que dans des scénarios, après ça, extrêmes, ben, la première étape, c'est d'avoir ce fonds de roulement-là. Après ça, si on a des placements additionnels, parce qu'on a eu une bonne année l'année d'avant, par exemple, ben là, on a pu avoir fait de l'épargne. Puis là, on pouvait se poser la question, ben là, l'épargne, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on achète de l'équipement? Est-ce qu'on réinvestit? Est-ce qu'on engage une nouvelle personne? Ben, c'est sûr que c'est intéressant présentement de garder un certain niveau d'épargne. Les taux d'intérêt on peut aller chercher jusqu'à 5,4 en capital garanti, là. Donc, si des fois les entreprises accumulent des montants importants dans des comptes bancaires d'entreprise, des fois je vois un 500 000, un million, 2 millions, 3 millions de cash. Ben, c'est sûr que si c'est parce qu'on doit payer des fournisseurs ou faire une acquisition importante dans les semaines qui viennent, c'est correct. Mais si on pense que si c'est notre coussin qui est là pour encore 6 mois, puis qui génère un taux d'intérêt de 0%, bien là, on peut aller chercher du 5,4. Ça représente des milliers, des fois des dizaines de milliers de dollars d'intérêt par mois. Ça peut faire une différence aussi. Donc, ça, c'est important de pouvoir en profiter également. Puis dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mettons là, que ça m'arrive demain matin, je dis, bon, OK, j'ai un surplus, je veux mettre cet argent-là à profit, je mets mon coussin de 3 à 6 mois dans un compte. C'est quoi Ouais. la procédure spécifiquement, mettons, pour un exemple comme ça, là, de dire, OK, je veux le mettre dans un compte épargne élevée. Est-ce que c'est avec ma banque? Est-ce que c'est avec justement une personne comme toi? Exact. Dans le fond, c'est une bonne question. Puis souvent, tu sais, puis c'est intéressant parce que je vais le démystifier un peu. Des fois, on tendance à penser que ben, quand on place de l'argent à intérêt élevé ou en épargne, il faut que ça soit gelé. Puis là, c'est absolument ce qu'on l'entrepreneur veut pas. On veut de la flexibilité. On veut pouvoir ressortir cet argent-là là, rapidement s'il y a des besoins euh, pour soutenir justement la croissance. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir, nous, on en ouvre entre autres chez IG, des comptes d'épargne intérêt élevé. C'est un compte de placement qui est lié au compte bancaire de l'entreprise. Vous avez votre compte d'entreprise, qui est votre compte bancaire. Généralement, les taux d'intérêt sont très, très faibles dans ces comptes-là. Ils sont soit 0, 0,5 des fois, on peut avoir du 1. En haut de ça, c'est un compte séparé, qui est un compte d'épargne. Vous pouvez en ouvrir dans les différentes institutions financières, les institutions bancaires offrent des comptes d'épargne. La différence, c'est que généralement, le taux sur le compte d'épargne encaissable en tout temps, qui est transférable la journée même dans le compte bancaire. Donc, c'est très flexible, très rapide, mais le taux va tourner autour de 2 en général, là. Puis là, je fais vraiment une généralité. Des fois, selon les montants, on peut avoir des taux un peu plus élevés. Des fois, les taux, en commençant des petits montants, c'est des taux moins élevés. Donc, si on va aller chercher un taux plus élevé, là, j'affiche ici un 5,4 mais là, c'est un compte de placement qu'on ouvre. Il n'y a pas de frais pour l'ouverture de ce compte-là, puis on va le lier au compte bancaire d'entreprise. Donc, nous, on va faire une transaction électronique, un transfert de fonds dans le compte de placement à épargne intérêt élevé, et puis on va placer cet argent-là. Puis l'intérêt de 5,4 pardon, c'est un taux annuel.
mais on va le calculer à tous les jours. Fait qu'à tous les jours que l'argent reste là, ben, on prend 5,4 divisé par le nombre de jours dans une année, ben, ça va vous donner cet intérêt-là. Puis si on décide après 3 jours, une semaine, 2 semaines, peu importe, de retirer à tout moment, ben, on le retransfère dans le compte bancaire de l'entreprise. Comme c'est un transfert électronique de fonds, l'argent n'est jamais gelé. Des fois, les gens, en version de transfert, ça va être gelé dans le compte de banque pendant 10 jours. Non, non, c'est un transfert électronique, c'est disponible. Donc, c'est très facile d'avoir accès. C'est des délais bancaires de 24-48 heures ouvrables. C'est des délais bancaires standards. Donc, c'est sûr que ce n'est pas instantanément dans le compte de banque, mais 24-48 heures, je pense que ça vaut la peine pour obtenir Ouais. des taux d'intérêt qui sont Ouais. élevés. Non, puis je pense que tout entrepreneur qui a justement son fonds de roulement devrait penser à cette stratégie-là parce que c'est quand même des bonnes sommes qui, au bout de la ligne, peuvent te rapporter des intérêts plus importants que de rester dans un compte chèque. Fait que Puis il faut merci en pour ce beau profiter. conseil. Faut en profiter parce que ça ne va peut-être pas durer. Moi, il y a 2 ans, 3 ans, j'aurais jamais anticipé que les taux d'intérêt encaissés avant tout temps auraient été de 5,4. Fait que profitons-en pendant que ça passe. Ça passe. Parfait. Pour ce qui est Fait des que là, facilités ouais, c'est oui, ça, tu vas nous amener sur les crédits parce que ça aussi, dans une période un peu plus là, de ralentissement, on a moins de cash qui rentre justement dans le compte. Fait que tu vas nous en parler. Parfait. exact, c'est ça. Puis là, les facilités de crédit, ben, c'est important, je disais toujours, de planifier le cash flow en amont parce que la facilité de crédit, les marges de crédit, tout ça, il faut les ouvrir dans un contexte généralement que ça va bien que mal, disons. Là. Donc, quand on a commencé l'entreprise, quand on a des contrats, des entrées d'argent, tout ça, une certaine historique, ben là, on est en mesure d'ouvrir une marge de crédit. Bon, ça peut être une marge de crédit non garantie, donc le taux de trait va être un peu plus élevé ou une marge de crédit garantie par des actifs. Là, des actifs, ben, ça peut être un actif immobilier, une bâtisse commerciale, ça peut être encore des placements qu'on fait, des placements à plus long terme. Si on a voulu faire des placements en actions dans les marchés boursiers, dans les marchés publics, par exemple, ben là, on va aller mettre les placements en garantie pour ouvrir une marge de crédit. Puis là, ben, les taux peuvent être aussi avantageux que Prime plus 0,5. Là, présentement, le taux Prime est à presque 7 là, 6,95. Donc, on tourne autour de 7,5 évidemment déductible dans l'entreprise parce que c'est pour des fins de fonds de roulement, des fins de générer du revenu. Donc, ça peut être intéressant d'obtenir des facilités de crédit. C'est si on paye du 7,5 par exemple, alors qu'on sait que notre entreprise nous génère un 15, un 20, un 30 de marge bénéficiaire, par exemple, ben, ça peut valoir la peine d'utiliser ces facilités de crédit-là à court terme, là, quand on a des entrées d'argent qui ont été moins importantes, puis qu'on veut continuer évidemment, de soutenir la croissance. Puis, tu sais, je te dirais que ce morceau-là, j'aimerais éventuellement que tu te gardes une note pour qu'on se fasse un webinaire sur l'aspect des marges de crédit, comme tu l'expliques, avec des garanties en immobilier pour faire justement des investissements autres. Parce que là, on parle pour amener du cash flow dans notre business quand on est dans une situation plus précaire. Mais si on veut faire des investissements, notre business va bien, peut-être d'utiliser ces marges-là pour être un levier immobilier, financier, investir dans une autre business. Donc, j'ai une bonne clientèle dans le domaine. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on aborde ce sujet-là dans un autre webinaire. Bien, tout à fait. Puis je pense que le point clé que tu as mentionné, Catherine, c'est effet de levier. Tu sais, c'est vraiment intéressant parce que les institutions financières, les institutions bancaires vont prêter sur des actifs qu'on a déjà. Puis l'idée, c'est qu'on est en mesure d'accélérer en prenant cet effet de levier-là, de s'exposer à plus finalement, là, puis d'aller accélérer des fois d'autres projets. Donc, avec le même argent, on peut le faire travailler à un niveau accéléré dans ces contextes-là. Mais tout à fait, j'ai pris la note là, pour un prochain peut-être webinaire Parfait. sur ce sujet-là qu'on pourrait Ouais. éclater davantage. L'autre chose, c'est que parce que là, j'adressais vraiment le besoin dans l'entreprise, le cash flow de l'entreprise. Maintenant, si on a un besoin personnel, ben là, c'est différent parce que le besoin, évidemment, si l'entreprise, bon, typiquement, là, si l'entreprise est dans un contexte où ça va un petit peu moins bien, ben, s'il y a moins d'entrée d'argent, ben là, le salaire que l'actionnaire principal ou le dirigeant se versait, ben, peut-être qu'il va considérer le ralentir, par exemple. Donc, des fois, ce qu'on peut faire, au lieu de verser un salaire, ben, on peut se verser une avance à l'actionnaire. Il faut juste faire attention, parce qu'une avance, ben, c'est qu'il n'y a pas d'impôt qui a été prélevé. Donc, à ce moment-là, c'est le montant direct. Alors, je vous donne un exemple. Là, si vous versez un salaire mensuel d'actionnaire de 10 000 par mois, ben, l'entreprise est obligée de faire les déductions à la source, envoyer l'impôt au gouvernement et tout ça. Fait qu'au net, l'entrepreneur, il lui reste peut-être juste, par exemple,
6 500, 7 000 à titre d'exemple. Donc, il y a comme 3 000 de moins. Donc, si on est vraiment, vraiment serré dans le cash flow, ben, on pourrait décider de ne pas verser de salaire, de simplement faire une avance. Donc, sortir 7 000 pour que l'actionnaire y ait 7 000. Donc, à ce moment-là, on n'a pas envoyé d'impôts au gouvernement comme tel. Là, je le fais avec un exemple à 10 000, mais ça pourrait être un exemple avec plusieurs actionnaires. Ça peut représenter des sommes très plus importantes et avoir ce même genre de flexibilité-là. Il faut faire attention, comme je disais, par contre, parce que les avances qu'on fait à l'actionnaire, évidemment, si c'est une avance directe sous forme d'argent, ça ne doit pas apparaître 2 ans sur le bilan, là, sinon on devra s'imposer sur cet argent-là, puis l'impôt qu'on n'a pas, qui n'a pas été prélevé, qui n'a pas été envoyé au gouvernement, devra être payable ultimement. C'est sûr qu'on va avoir gagné du temps, par contre. Donc, c'est sûr que si l'entreprise a vécu une situation plus difficile temporairement, puis qu'elle s'est redressée par la suite, bien, à ce moment-là, on est en mesure d'être prêt à payer cet impôt-là le moment venu. Une autre alternative qui est intéressante, des fois, quand on ne veut pas nécessairement sortir de l'argent de la compagnie, soit parce qu'on a un manque de liquidité, ou encore, dans le fond, on a besoin de cet argent-là à court terme pour d'autres raisons, là, pour soutenir la croissance. Bien, je reviens avec l'idée de mettre une marge de crédit, par exemple, en garantie sur des actifs d'entreprise, mais la marge, elle peut être détenue personnellement. Donc, c'est vous, par exemple, au niveau personnel, l'actionnaire personnellement qui détient la marge de crédit, mais qui met en garantie des actifs de l'entreprise. Là, bien, cette marge-là, l'argent est déjà au personnel. Donc, à ce moment-là, vous avez l'argent qui est disponible. On n'a pas besoin de la transférer de l'entreprise à vous personnellement. Donc, on n'a pas eu besoin à charger non plus cet impôt-là comme tel. Donc, ça nous permet d'avoir là, de l'argent net personnel sans avoir utilisé un transfert de l'entreprise comme tel. Donc, ça aussi, c'est des structures qui sont intéressantes pour créer des marges de manœuvre comme telles. Excellent, merci. Pascal, j'ai une question. Oui. Pour revenir au placement, si on fait l'épargne intérêt élevé encaissable en tout temps, on place un montant X, mais au bout de 6 mois, on doit aller piger dedans. Est-ce qu'on perd les intérêts accumulés si on le ramène ou on ne les perd pas? Excellente question. Je vous dirais, ça va dépendre du produit dans lequel on investit. Donc, il faut faire très attention. Il y a des institutions bancaires qui offrent des produits qui souvent on appelle comme des CPG rachetables ou des choses comme ça. Puis il y a des contraintes généralement où si on a, puis là, encore là, je généralise, mais il faut voir vraiment chaque produit là, qui peuvent être structurés de façon unique. Mais en général, des fois, ce qu'on voit, c'est après 30 jours, si on a retiré avant 30 jours, ben on n'a pas notre intérêt de ce mois-là, mais si on passe le 30 jours, ben on a les intérêts du mois d'avant. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir typiquement. Je vous dirais que dans ce que moi j'affiche ici, le 5,4 quand j'appelle ça de l'épargne intérêt élevé encaissable en tout temps, c'est qu'il n'y a aucune pénalité, on ne perd aucun intérêt. Donc, c'est vraiment, je l'ai mentionné tantôt, c'est un taux qui est calculé quotidiennement. Donc, si on est resté 18 jours dans le produit, on a 18 jours d'intérêt. Si on est resté 162 jours, on a 162 jours d'intérêt. Donc, l'intérêt est versé mensuellement et il est calculable à la journée selon le nombre de journées que l'argent en question est resté dans ce compte-là. Merci. Plaisir. Donc, je poursuis ici sur la clé numéro 3. On est déjà rendu à la clé numéro 3. Protéger les employés clés de l'entreprise. Là, je vais faire une petite parenthèse. Puis revenir sur quelques... Oups, désolé, je vais avancer pour reculer. Je fais une parenthèse sur l'importance de l'invalidité. En fait, quelques statistiques là, qui nous disent selon, puis ça, c'est des statistiques qui viennent de RBC Assurance, qui est un des plus importants assureurs au Canada en termes d'assurance invalidité, qui vient nous dire que si, par exemple, vous avez 40 ans, 45% des chances d'avoir une invalidité de plus de 90 jours d'ici vos 65 ans, donc dans les 25 prochaines années. Donc, c'est pas loin d'une chance sur deux. Par exemple, quelqu'un qui a 35 ans, ben, il va atteindre le 50% des chances. Puis une invalidité de plus de 90 jours, la durée moyenne, c'est 2,1 ans. Et on voit ici à l'écran, donc c'est jusqu'à 3,2 ans pour les personnes de 55 ans et moins. Donc, disons entre 2 et 3 ans en moyenne. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est si vous avez une entreprise et que vous tombez invalide, là, quand je parle d'invalidité, je ne parle pas, on s'est cassé un doigt, je parle de quelque chose qui vous empêche de travailler, de quelque chose de plus majeur. Supposons que vous avez une invalidité, je vais dire même dans le bas de la moyenne, qui dure 2 ans. Mais là, il faut se poser la question, est-ce que l'entreprise va exister encore? Est-ce que l'entreprise va être en mesure de rouler quand même si vous êtes à ce moment-là invalide, vous absentez de l'entreprise pendant 2 ans? Bon,
la première chose à protéger, c'est vous, votre revenu personnel, votre capacité à recevoir des revenus pour payer les différentes dépenses ou encore vos obligations financières, celles de votre famille immédiate. Ça, c'est le premier besoin qui est essentiel. Mais ensuite, on peut se poser la question, ben, si je me suis bien couvert, moi, parfait. Mais là, mon entreprise, mon loyer, mes employés, ce que j'ai bâti dans les dernières années, si je m'absente pendant 1 an, 2 ans, ben, c'est moi qui développait le plus puis qui amenait le plus d'eau au moulin dans l'entreprise, ben, à ce moment-là, elle pourrait ne plus être la même là, dans 1 an si je me suis absenté. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut protéger ce qu'on a bâti, disons, dans les dernières années, les derniers mois ou les dernières années, dépendamment du stade de l'entreprise? Puis est-ce qu'on est arrivé à déléguer assez de tâches pour que l'entreprise puisse rouler seule? Puis souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on parle de PME au Québec, c'est la majorité des entreprises sont en bas de 25 employés. Donc, si vous êtes, par exemple, une dizaine, ben, la plupart du temps, l'actionnaire dirigeant, la propriétaire de l'entreprise, ben, s'ils sont plus là, la durée de vie de l'entreprise va être assez limitée. On parle souvent de pas nécessairement plus qu'1 an. Donc là, la question à se poser, je reviens à ça, mais c'est est-ce que vous revenez de votre invalidité, est-ce qu'on repart à zéro ou on a voulu assurer qu'il y ait une couverture adéquate pour protéger l'entreprise? Donc ici, quand je disais tantôt au niveau personnel, la plupart des gens qui n'ont pas atteint encore une indépendance financière. Donc, ça veut dire si vous êtes obligé de gagner votre vie pour accumuler de l'argent pour combler vos besoins ou ceux de votre famille jusqu'à votre espérance de vie, vous n'avez pas encore atteint votre indépendance financière. Donc, une des plus gros actifs que vous avez, probablement encore, c'est votre capacité à générer des revenus pour les prochaines années d'ici votre retraite ou votre indépendance financière. Donc, l'invalidité, c'est vraiment l'élément qui est probablement un des avoirs les plus importants. Puis au fil de la vie, en général, quand on avance, bien là, on accumule du patrimoine, on investit que ce soit dans l'entreprise, qui a amené des revenus, qui a amené de l'immobilier, qui a amené des placements qu'on a pu faire. Donc, on n'a plus autant besoin d'en générer des revenus. Donc, notre capital humain s'est transposé en capital financier au fil du temps. Ça, c'est un élément clé qui est important de garder en tête. Donc, nous, on évalue vous en êtes où dans votre indépendance financière? Puis est-ce que vous avez transposé votre capital humain en capital financier suffisamment? Sa réponse, c'est oui, ben on n'a pas tant besoin d'assurance invalidité personnelle. Sa réponse, c'est non, ben on en a besoin. Donc, ça, c'est pour évaluer le besoin plus personnel. Si moi, je tombe invalide, est-ce que j'ai besoin d'une couverture pour mes besoins à moi et celle de ma famille? Le deuxième volet, je reviens à ce qu'on discutait tantôt au niveau de l'entreprise. Si vous vous absentez de l'entreprise, là, on va faire un exemple chiffré, un exemple concret. On appelle ça l'assurance frais généraux aussi. Donc, on a 2 entrepreneurs, François et Thomas, qui sont co-actionnaires d'une société d'ingénierie de 10 employés. Donc, François, 41 ans, détient 67 des parts, donc on pourrait dire 2 tiers. Thomas, 40 ans, est directeur et co-actionnaire de la société, détient 33 des parts. Bon, comme ils ont 10 employés, il y a eu de la demande, puis pour être un employeur compétitif, bien, ils ont mis en place un régime d'assurance collective pour couvrir les besoins personnels de chacun des employés et des actionnaires. Donc, ils sont couverts pour leur assurance vie, leur assurance invalidité personnelle. Donc, si jamais ils s'absentent, ils reçoivent des montants personnellement qui a été mis en place. Donc, ça, c'est correct. D'ailleurs, les primes sont partagées avec les employés. Des fois, l'employeur pense que c'est tout lui qui doit payer ça, mais il y a moyen de mettre ça en place pour partager le coût avec les employés. Puis là, c'est avantageux pour tout le monde, finalement. Donc, ça a été mis en place. Maintenant, il évalue que les coûts fixes de la compagnie sont de 30 000 par mois, donc 360 000 par année, puis essentiellement sont divisés comme suit, 150 000 par année en loyer commercial, puis 210 000 par année en frais administratifs, donc principalement le salaire des employés qui ne sont pas des actionnaires. Donc, François, qui est l'actionnaire dirigeant de la société, il souhaite protéger l'entreprise advenant son invalidité ou celle de son co-actionnaire Thomas. Donc, les deux ensemble, c'est eux qui rapportent le plus d'eau au moulin dans l'entreprise. Puis ils se disent, si nous, on s'absente, ben, c'est correct, on a notre montant personnel qu'on reçoit là, pour payer mon hypothèque, les études de mes enfants, puis les besoins familiaux, mais l'entreprise, elle ne gagne plus de revenus. Puis là, les employés qui sont là, la structure qui est là, le loyer, il faut le payer quand même, et ainsi de suite. Donc, ils veulent protéger l'entreprise le temps qu'ils s'absentent. Donc, ils vont mettre en place une couverture d'assurance invalidité frais généraux de 30 000 par mois pour couvrir leurs frais fixes, justement. Cette couverture-là va être bonne pour 24 mois. Donc, c'est pour une absence d'une durée maximum de 2 ans.
Parce qu'en général, on ne s'attend pas à ce que l'entreprise puisse vraiment, ça ne serait pas soutenable une période plus longtemps que ça, puis ça coûterait beaucoup trop cher. Mais on va couvrir les deux premières années d'invalidité. Et puis à ce moment-là, on va couvrir au prorata de leur part dans la compagnie. Donc, 20 000 par mois pour couvrir l'invalidité de François parce qu'il est 2 tiers actionnaire et 10 000 par mois pour couvrir l'invalidité de Thomas puisqu'il détient l'autre tiers. Donc, la prime totale dans un cas comme ça serait de 496 par mois. C'est déductible, c'est payable par l'entreprise, donc c'est une dépense d'entreprise. Donc, quand on pense qu'on a des coûts fixes normalement qui sont de 30 000 par mois, ben, on ajoute 496 par mois, puis on vient s'assurer qu'on a protégé l'entreprise si les deux actionnaires dirigeants s'absentent pendant une période, par exemple, de 2 ans dans un cas comme ça. Donc, ça, c'est typiquement ce qu'on souhaite mettre en place. Comme je vous dis, bien, ça dépend vraiment de la structure de l'entreprise et ça dépend vraiment aussi du secteur, la structure de coûts. Est-ce qu'on a beaucoup de coûts fixes? Est-ce qu'on en a très peu? Dans certains cas, on a besoin de moins de couverture. Dans d'autres cas, ça devient une évidence, ça devient majeur. Après ça, on peut jouer avec les avenants, l'option d'assurabilité future, à partir de quel moment on va couvrir, à partir de combien de jours, en fait, on va couvrir l'actionnaire qui est invalide et tout ça. Il y a une panoplie d'options. Là, aujourd'hui, je vous montre un scénario à haut niveau. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Non, c'est bon. C'est clair? Je fais un lien, puis je reviens sur le volet plus légal. Qu'est-ce que prévoit votre convention entre actionnaires? Premièrement, en avez-vous une? Si vous n'êtes pas unique actionnaire de votre compagnie, vous devriez avoir une convention entre actionnaires. Même si vous êtes actionnaire majoritaire, des fois, on dit, ben oui, mais j'ai 60 des actions, c'est moi qui décide tout. Ben, à ce moment-là, peut-être qu'une convention peut quand même être utile parce que votre actionnaire qui a 40 des parts, par exemple, ou bien il y en a peut-être plusieurs qui se partagent le 40 restant, bien, on doit prévoir qu'est-ce qui se passe ici. C'est ça la convention. Hein? Donc, puis ça encore là, c'est quelque chose qu'on veut faire en amont. Puis quand il arrive des situations, que ce soit je reviens une tempête économique ou une tempête de la santé d'un des actionnaires, des incertitudes dans la situation de l'entreprise, ben, on veut prévoir toutes les situations possibles. Donc, s'il y a une invalidité, je fais le lien avec ce qu'on vient de discuter, une invalidité d'un des actionnaires, ben, pendant combien de temps l'actionnaire peut rester invalide avant on va pouvoir racheter ses actions, par exemple? À quelle valeur on va racheter ses actions? Que ce soit l'actionnaire majoritaire, minoritaire, il devrait avoir prévu ces clauses. C'est à ça qu'elle va servir la convention. Il peut prévoir aussi ben, plein de clauses, évidemment, là. Des clauses de non-concurrence si un actionnaire souhaite quitter l'entreprise, s'il y a un décès, par exemple, bien là, qui se retrouve co-actionnaire? Si vous êtes actionnaire, vous détenez 50 de l'entreprise, vous avez une partenaire qui détient 50 des actions, puis là, un des deux décède, bien, qui hérite de ces actions-là? Bien, en général, la succession. Donc, mettons la conjointe ou le conjoint de cet actionnaire-là. Là, vous retrouvez co-actionnaire avec le conjoint de l'autre personne. Est-ce que cette personne-là a les compétences pour gérer l'entreprise avec vous? Est-ce qu'elle connaît votre entreprise? Alors, c'est tout ça qui devient très complexe. Donc, est-ce que vous pourriez dire, oui, mais non, elle ne connaît pas l'entreprise, fait que moi, dans le fond, je vais juste racheter ses actions. Oui, OK, mais avez-vous l'argent pour racheter ses actions? Avez-vous le cash flow d'entreprise le permet-il? Si on est dans une situation économique actuelle qui est plus difficile ou plus ambiguë, vous avez moins de cash flow à court terme, bien, comment qu'on le finance? Là? Puis, la personne, peut-être, elle va vouloir refuser que vous achetez ses actions. Est-ce qu'elle est obligée de vous les vendre? Si ça n'a pas été prévu dans la convention, bien, elle peut dire non puis rester actionnaire. Donc là, vous êtes obligé de liquider, fermer votre compagnie pour en créer une deuxième. Alors, c'est toutes ces complexités-là qu'on veut éviter avec la convention entre actionnaires. Donc, ça, c'est super important. Donc, la première question, c'est en avez-vous une si vous êtes plus qu'un actionnaire? Puis, est-ce qu'elle est signée? Parce que moi, j'en ai vu des conventions. Et puis, la majorité du temps, ben, elle est soit en rédaction, soit en modification. On pense qu'elle est en place, mais elle n'a jamais été signée. Fait que si elle n'est pas signée, ben, elle ne sert à rien. C'est comme un testament qu'on n'a pas signé. Ben, c'est un ébauche. Alors, ça, c'est hyper important de régler ça. Ça va pour ça? Ouais. Ben, je glisse un mot, je parle de légal. Là, je ne peux pas mentionner le testament. C'est un peu le même contexte. Là. Si on décède, là, je disais tantôt, ben, c'est là, je te faisais l'exemple, vous décédez, c'est votre conjoint qui hérite des actions de la compagnie que vous détenez. Mais mettons que
votre testament prévoit que vous léguez tout à vos enfants. Bon, ben là, c'est vos enfants, mettons, mineurs qui deviennent co-actionnaires avec votre partenaire. Là, c'est encore plus un scénario encore plus catastrophique. Là. Donc, le testament doit prévoir aussi les bons éléments, puis à qui on veut léguer les sommes. Fiscalement parlant, le conjoint, il y a des avantages évidemment majeurs là, à transférer les avoirs. Il y a un roulement fiscal qui se fait. Après ça, on peut vouloir contrôler si le conjoint décède éventuellement. Je veux que ça se rende à mes enfants. S'il refait sa vie avec une autre personne, ben, je veux que le patrimoine. Alors, c'est tout ça qui peut être prévu dans un testament, qui devrait être prévu. Puis un testament, si vous en avez un, est-ce qu'il est notarié? Puis il date de combien de temps? T'sais, si ça fait 15 ans qu'il a été mis en place, puis que vous n'aviez pas d'entreprise à l'époque, puis aujourd'hui, vous avez créé une entreprise depuis 3, 4, 5, 6 ans, puis ça va super bien, vous avez créé beaucoup de patrimoine, beaucoup d'avoirs, bien, il est fort à parier que le testament est à revoir. Puis là, ben, vous pourriez en profiter pour faire votre convention d'actionnaire, faire votre testament, faire votre mandat de protection, puis régler tous ces éléments-là qui sont jamais assez urgents pour les entrepreneurs occupés, mais qui sont excessivement importants. Je vais passer par-dessus le volet maladie grave parce que je vois le temps qui file. Je veux qu'on garde un petit peu de temps aussi pour des questions à la fin, mais on pourra, si on a du temps, on pourra peut-être y revenir. Je veux passer à ma quatrième clé, qui est la clé de planifier périodiquement. Évidemment, dans un contexte où ça bouge beaucoup, où l'évolution du marché, mais aussi l'évolution de l'entreprise, est à vitesse grand V, ben on veut être en mesure de revoir la planification, revoir les décisions qu'on a prises puis ce qu'on a mis en place par rapport à nos objectifs. Est-ce que ça tient toujours la route? Est-ce que les solutions, les acteurs qui tournent autour de vous sont toujours les bonnes personnes, les bons ingrédients pour le succès de l'entreprise? Donc, quand je parlais tantôt où on fait de la planification financière, c'est qu'on doit être en mesure d'avoir évidemment fait le diagnostic complet, donc gestion efficace des liquidités, préparation aux imprévus, planifier les dépenses importantes. Donc, toute la structure fiscale de l'entreprise. Est-ce qu'on a besoin soudainement d'une fiducie? À quelle étape on est rendu? Donc, souvent, on a tendance à penser que, ah, ben oui, j'ai fait ma structure, ça a tout été fait. Oui, OK, mais ça fait 5 ans. Donc, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, la réalité de l'entreprise, le chiffre d'affaires est 10 fois plus gros, les bénéfices sont différents, les enjeux de l'entreprise sont différents. Donc, une planification, selon nous, doit être revue annuellement. Une fois par année, ce qu'on constate, c'est que si on ne veut pas manquer aucune opportunité, puis là, opportunité, c'est large. Hein. C'est opportunité, ça peut être financière, ça peut être fiscal, les règles du jeu, juste d'un point de vue fiscal. Il y a un budget par année qui sort au Québec, il y a un budget par année qui sort au fédéral, puis il y a des nouvelles règles fiscales qui sortent. Donc, la structure qu'on se versait, notre salaire versus notre dividende, bien, il y a plusieurs années, le dividende était très avantageux. Après ça, pendant quelques années, si on n'avait pas 3 employés ou plus, bien là, c'était le salaire qu'il fallait absolument se verser parce qu'il y avait une économie qui se faisait là. Puis là, dernièrement, le dividende est redevenu intéressant pour un certain nombre d'entreprises parce que le taux d'impôt corporatif a baissé. Ouais, ça, c'est tout ce que je viens de dire là, ça s'est fait dans à peu près 3, 4, 5 ans. Là. Fait que ça change vite, il faut s'assurer de mettre à jour les stratégies qu'on utilise. Donc, une fois par année, il faut revoir l'ensemble du plan. Donc, il existe pour ça des logiciels de planification financière. Nous, on utilise Conquest Planning, qui est le logiciel le plus performant au Canada présentement, avec l'intelligence artificielle, puis une interface, dans le fond, qui nous permet d'avoir vraiment une expérience immersive. Là, on a un logiciel qui permet que les clients, vous pouvez être en mesure d'accéder directement à votre plan, puis jouer, dans le fond, avec les différents scénarios qu'on a fait pour voir la projection que ça donne. Vous voyez ici à l'écran, par exemple, on va accumuler des placements au fil du temps ou des surplus. Puis là, ben, on peut dire, OK, avec ces surplus-là, je vais acheter un immeuble commercial, je vais le louer à temps, mon niveau d'endettement va ressembler à ça. À un moment donné, je vais vendre mon entreprise, ça va donner ça. Donc, c'est vraiment un tableau de bord interactif qui permet de nous aider à garder la planification toujours à jour. Donc, nous, on s'occupe de, évidemment, rentrer les données, faire évoluer ce logiciel-là, ce plan-là, puis le revoir une fois par année au complet. Après ça, ben, on peut faire des scénarios. OK, ben si finalement mon chiffre d'affaires augmente de temps basé sur, je reviens au coaching ou au plan d'action que vous êtes donné avec Catherine, ben selon le niveau d'épargne que vous êtes donné ou le niveau de marge bénéficiaire que vous êtes donné, de bénéfices à la fin de l'année, ben OK, si j'ai 50 000 de plus par année, à chaque année pendant 10 ans,
qu'est-ce que ça va me donner? Bon, faire un calcul, OK, ça me donne 500 000. Oui, mais si on le plaçait à chaque année à 5-6 ça va donner combien? Bien, on peut être surpris de voir que ça va atteindre 1 million plus vite qu'on aurait pensé. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Est-ce qu'on fait juste le placer dans les placements boursiers? Si oui, quel niveau de risque on prend? Quel niveau de rendement on met? Toutes les hypothèses sont toutes intégrées dans le plan. C'est un logiciel d'impôt qui est à l'intérieur de ça aussi. Donc, ça tient compte du volet personnel, le volet de l'entreprise. Si on sort de l'argent, on le met dans nos REER. Toute la gestion de transfert de trésorerie est inclue dans ça. Là. Puis après, si on fait des scénarios, nos besoins actuels sont de combien à la retraite ou si on était indépendant financièrement, si on vend l'entreprise ou on arrête de travailler, ils vont présenter combien, par exemple. Donc là, on trace une ligne dans le temps. Des fois, c'est abstrait. L'entrepreneur, il regarde là, demain matin, la semaine prochaine, puis dans le mois prochain. Quand que je parle d'espérance de vie de 95 ans, des fois, c'est flou, c'est loin, mais l'idée, c'est pas d'être parfaitement précis. L'idée, c'est de tracer une ligne directrice, de dire, OK, bien, si on s'en va par là, bien là, si on change de 1 degré à droite ou 1 degré à gauche, bien, sur 20 ans, ça peut quand même avoir des impacts majeurs. Donc, c'est juste de garder en tête cette perspective-là qui est quand même à long terme, puis on réajuste le plan euh, annuellement. On tient compte évidemment, là, je fais un exemple ici, une hypothèse où les marchés s'effondrent. Dans les marchés boursiers baissent de 30 ça va représenter quoi dans votre planification financière? Est-ce qu'on va être obligé de compenser en générant plus de revenus ou en gardant l'entreprise active plus longtemps avant de la vendre? Il y a plusieurs entrepreneurs qui me posent la question, ah, ben là, les marchés boursiers en 2022 ont perdu 12 je pensais vendre mon entreprise pour prendre ma retraite. Ben là, je peux pas. C'est quoi l'impact si je faisais ça maintenant? Alors, on est en mesure d'élaborer des stratégies pour évaluer les impacts réels que ça peut représenter. Puis là, il y a des statistiques qui ont démontré que, entre autres, Cyrano en 2020 disait que si on compare l'actif financier des ménages, qui est attribuable au conseil financier, si on n'avait pas de conseil par rapport à avoir un horizon de conseil continu. Donc, à chaque année, on révise la planification financière. Mais au bout de, par exemple, 7 à 14 ans, bien, on a doublé en moyenne, les gens cumulent 2,1 fois les actifs financiers que quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement de conseil. Puis souvent, ça, c'est attribuable aux opportunités qui ont été saisies, aux bonnes décisions, aux stratégies, ainsi de suite. Donc, sur 15 ans de conseil, 2,3 fois actif. Donc, c'est quand même majeur là, comme accumulation potentielle. Donc, en conclusion, je mentionne, est-ce que vous êtes prêt à tout intempérie, hein, selon le niveau de votre, d'où vous en êtes, le niveau de maturité de l'entreprise? Est-ce que vous êtes plus en démarrage, plus en croissance? Est-ce que vous arrivez à une maturité ou encore même, éventuellement, vous voulez planifier la relève, la transition de l'entreprise? Ben, à chaque étape, il y a des décisions clés qui doivent être prises, puis il y a des solutions qui existent, puis dans le fond, il y a une proactivité qu'on peut mettre de l'avant pour ces différentes étapes-là. Puis, selon encore là, le contexte économique et puis le secteur dans lequel vous œuvrez, ben, il peut y avoir des décisions qui doivent être prises, puis des actions qui doivent être prises dans ce sens-là aussi. Donc, est-ce qu'on avait des questions, Catherine, à ce point-ci, où je conclus avec la prochaine étape, diagnostic financier? Moi, je pense que tu peux parler du diagnostic, à moins que les gens sur l'appel aient des questions. Mais c'était super clair. Puis je pense que d'expliquer un peu avec les dashboards, tu sais, moi, je crois beaucoup aux mesurables puis de suivre ça. Donc, je pense que c'est un outil clé que quand tu fais affaire avec un spécialiste, ben, il peut t'aider à prendre les bonnes décisions. Puis comme tu l'as dit, ce que j'aime beaucoup, c'est de démontrer, regardez, plus vite vous vous faites entourer, vous êtes soutenu et entouré par des spécialistes, bien, plus vite vous allez pouvoir faire croître votre patrimoine financier. Donc, merci pour ça. Donc, je te laisse poursuivre avec les étapes. Ben super. Dans le fond, ici, là, ce qu'on mentionne évidemment, c'est que ben, en fait, la planification, c'est un peu les étapes là, d'IG, puis comment on travaille en planification financière, puis c'est quoi les différents services qu'on peut obtenir. Là. Je mentionnais tantôt la gestion des placements, les stratégies, l'accès aux spécialistes et tout ça. Mais je voulais surtout vous offrir aujourd'hui, dans le cadre du webinaire, un diagnostic financier complet gratuit. Donc, évidemment, puis là, c'est vraiment parce qu'on a un partenariat avec Catherine, avec le coaching et tout ça. Bien, dans le fond, nous, ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est de profiter de ce diagnostic-là. Donc, ce qu'on vient faire dans le diagnostic, c'est d'évaluer votre situation. Là, votre situation, c'est au sens large, personnel, la compagnie, l'ensemble, j'appelle ça le big picture, hein, l'ensemble de la photo là, de votre situation.
pour soulever, ben, c'est quoi les points, les éléments qui pourraient être améliorés? Est-ce qu'on a assez de cash flow? Est-ce qu'on a de l'épargne intérêt élevé qu'on pourrait mettre plutôt que de garder de l'argent qui rapporte à peu près rien? Est-ce qu'on a des facilités de crédit? Est-ce qu'on a la bonne structure fiscale? Est-ce qu'on a les bonnes couvertures advenant qui arrive à une situation de santé ou une invalidité, par exemple? Est-ce qu'on a une convention entre actionnaires qui a été signée? Est-ce qu'elle prévoit les bonnes clauses? Le diagnostic comme tel. Donc, c'est vraiment comme un diagnostic de santé. Quand vous allez chez le médecin, ça nécessite de faire un exercice, ça nécessite de sortir l'information, la documentation. Évidemment, tout ça est confidentiel parce qu'on a un code déontologique en étant inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers qui nous soumet en fait, en fait, on est soumis au secret professionnel. Donc, tout ce qu'on échange avec les différents clients, l'information financière, tout ça, d'ailleurs, est encrypté. On a un échange là, confidentiel de données qui se fait pour qu'on puisse connaître la situation puis faire l'exercice de planification financière. Donc, dans le fond, Catherine va vous faire parvenir, Catherine ou moi va vous faire parvenir là, le lien pour pouvoir là, avoir les coordonnées, tout ça, pour qu'on puisse vous offrir le diagnostic financier. Pour ceux qui n'ont pas pu assister ce midi, on va vous l'offrir quand même là, la possibilité de pouvoir faire le diagnostic financier si vous n'avez pas assisté en live, mais si vous avez écouté plutôt là, en rediffusion aujourd'hui, donc vous aurez également nos coordonnées. Là. Excellent. Merci beaucoup, Pascal, pour ces informations-là, parce que je pense que de sensibiliser les gens à leur situation par un diagnostic, c'est la meilleure façon parce des fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est souvent une phrase que je répète. Donc, quand on fait le parallèle avec les finances, ben, est-ce que je suis bien équipée? Est-ce que j'ai toutes les choses qui sont mises en place? Quand tu me fais prendre conscience grâce à un diagnostic, OK, ben oui, j'ai pas d'invalidité, d'assurance invalidité ou maladie grave, ben, je le fais en toute situation et en prise de conscience et non parce que je n'étais pas au courant. Ou est-ce que finalement, ben non, je veux mettre ça à jour et peux-tu m'aider à trouver des solutions pour avoir plus de cash flow puis qu'on mette ça dans un compte intérêt élevé? Et là, à ce moment-là, ben, tu peux nous aider là-dedans. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un beau cadeau. Merci beaucoup de nous offrir tout ça aujourd'hui. Et je vais inviter les gens, bien entendu, là, suivant le webinaire, là, on va pouvoir leur faire parvenir tout ça pour qu'ils puissent s'entrer en relation. Donc, pour conclure, moi, ce que je vous dirais, j'ai regardé une étude dernièrement avec la BDC en lien justement avec les compétences et comment on peut réussir en entreprise, avec notre entreprise dans le domaine des affaires, mais surtout, c'est quoi les compétences clés pour avoir de la performance. Et une des compétences clés, c'est une bonne gestion financière, des bonnes connaissances financières. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui que je voulais que les gens soient informés et surtout accompagnés avec quelqu'un qui m'a éduqué, qui m'a apporté beaucoup de savoir, qui m'a vulgarisé les termes. Et c'est pour ça que je voulais que Pascal vous le fasse parce que j'aurais pu le faire dans mon jargon, mais ça aurait été jamais aussi bien expliqué par lui-même. Donc, je suis très heureuse de l'avoir eu avec nous. Et n'oubliez pas, les compétences clés pour réussir en affaires, surtout dans le contexte actuel. La première, c'est la ténacité, les compétences relationnelles, les compétences en marketing et en finance, donc de s'entourer de gens compétents. Et comment qu'on peut y arriver? Mais bien entendu, c'est d'aller chercher des mentors, il l'a dit, des coachs, mais aussi des spécialistes comme lui, Pascal, dans le domaine des finances. Donc, merci d'avoir été là et je vous souhaite une belle fin de journée à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Les coordonnées de notre invité sera soit dans le post ou bien entendu dans le courriel. Bonne fin de Merci, journée. Catherine. Merci à tous. Merci, merci. Passez une excellente journée. Merci Anthony. Merci, Yanis. Merci Anis d'avoir été là, Isa également, très apprécié. Donc, tu vois, 2 secondes, Catherine, je vais te parler. Un sujet vraiment Est-ce cool. qu'on a stoppé le recording?